Ikimbiga yuma yo poin kon karen samba tamuniga bangere pam bangere pam di bolumye. Am de ikimbiga yuma yo poin kon karen samba tamuniga bangere apama bangere pam di bolumye. Ikimbiga yuma yo. La voix du paysan, la radio qui vous écoute, mesdames et messieurs, auditeurs des radios Voix du paysan à Waiguia, la voix du Lorom à Titaou, la voix du Sourou à Touga. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette émission consacrée à la promotion de l'éducation au profit des enfants impactés par la crise sécuritaire. Une émission entrant dans le cadre de la mise en œuvre du projet Sécu de l'ONG EDICO. Malgré les efforts consentis par les services étatiques et certains partenaires, la problématique de l'accès aux actes d'état civil demeure une difficulté majeure. Le contexte sécuritaire et sanitaire avec son corollaire de difficultés, à savoir le déplacement massif des populations à l'interne, d'où l'appellation des personnes déplacées internes, est venu aggraver la situation. Les personnes impactées fuient leur village, laissant derrière eux leurs biens et notamment leurs actes d'état civil. Les enfants se trouvant sans acte de naissance ne peuvent pas avoir accès à la scolarisation. Et sur le plan social, la cohésion sociale s'effrite, mettant en mal notre vivre ensemble, les vivre ensemble entre les différentes communautés. Le constat est clair. Plusieurs enfants risquent de ne pas avoir la chance d'aller à l'école par manque d'acte de naissance. Des adultes sont sans papier et la cohésion sociale est menacée. Et c'est dans ce contexte que la Fondation EDICO et ses partenaires mettent en œuvre le projet soutien à l'éducation des enfants affectés par la crise sécuritaire dans la région du Nord et de la Boko-du-Moun. Dans l'objectif de promouvoir l'éducation au profit des enfants affectés par la crise sécuritaire et également de renforcer la résilience des populations. Et pour en parler, nous recevons des invités et nous allons commencer par la présentation de nos invités. Nous allons commencer par le coordonnateur du projet. Ok, merci pour l'opportunité que vous nous donnez aujourd'hui pour parler un peu des problématiques liées à l'éducation. Moi, je m'appelle Dieudonné Ouedraogo et je suis coordonnateur du projet Sécure au sein de l'ONG EDICO. Je suis Kamara Ali, chef de service de l'état civil, la mairie de Waiguia. Moi, c'est Nakambo Nayolse Lokman. Je suis de l'association La Fibala. Sioudraogo Mamadou, à la direction provinciale de l'éducation préscolaire primaire et non formelle d'Yatenga, et point focal de l'ONG EDICO. Nous allons dire merci à l'ensemble de nos invités pour animer cette émission. Je suis en compagnie d'Ismaël Ouedraogo, journaliste à la radio La Voix du Lorom à Titaou. Et donc, je vais laisser Ismaël Ouedraogo pour la première partie de cette émission. D'accord, merci bien à vous Moussa Lecran pour la première partie donc de cette émission. À la suite donc de la présentation, nous allons adresser la parole au coordonnateur du projet de nous détailler en long et en large cette structure. Merci pour la parole. EDICO donc c'est une ONG d'abord de coopération internationale et d'action humanitaire qui intervient aussi bien en Europe et en Afrique, et précisément donc au Burkina Faso. Pour revenir au projet donc qui nous concerne, le projet Sécure, c'est le projet de soutien à l'éducation des enfants affectés par la crise sécuritaire dans les régions du Nord et de la boucle du Moun. Ce projet donc est mis en œuvre par un consortium d'ONG, EDICO comme étant donc chef de file, avec TDH, Terre des Hommes, et Intersos, pour relever donc les défis liés à la scolarisation des enfants en situation d'urgence, avec donc l'appui financier de la DG ECO. Il se veut être une contribution à la réalisation des objectifs du plan d'urgence 2020 du secteur de l'éducation et particulièrement de la stratégie nationale de scolarisation des élèves des zones à fort défi sécuritaire. Mais en résumé, quels sont les différents axes majeurs donc, du projet Sécure? Ok. Et le projet Sécure a deux axes majeurs.
Donc, c'est notamment le secteur de l'éducation et de la protection. L'appui donc au secteur de l'éducation est assuré donc par EDUCO et Intersos, et l'appui donc au secteur de la protection dans le cadre de ce projet est assuré par Terre des Hommes Lausanne. Et le projet donc est en œuvre dans la région du Nord et la boucle du Moun. Ok, mais quelles sont donc vos activités? Et pour ce qui est des activités, il y a 2 volets comme je le disais. Sur le volet donc éducation, nous prévoyons donc de faire des causeries éducatives et des émissions donc radiophoniques sur l'importance de l'éducation en situation d'urgence à l'endroit donc des populations hautes et des populations donc déplacées internes. Nous allons amorcer le profilage et l'identification des enfants déscolarisés à risque potentiellement scolarisable. Nous allons également renforcer les capacités d'accueil des 19 établissements scolaires accueillant les enfants déplacés dans la boucle du Moun et la région du Nord. Nous allons mettre en place des espaces d'apprentissage temporaires et pour la mise en œuvre donc, des activités, donc pour pouvoir renforcer surtout les capacités d'accueil des établissements. Il y a des formations qui sont prévues à l'endroit des acteurs de l'éducation sur les thématiques en lien avec l'éducation en situation d'urgence. Il y aura des dotations de kits scolaires aux enfants vulnérables et des kits de matériel pédagogique et didactique aux établissements accueillant les enfants déplacés. Il y a l'appui à l'organisation d'activités éducatives complémentaires, notamment à travers les soutiens scolaires, au profit donc des élèves du primaire et du post-primaire. L'organisation des sorties supervision administrative et pédagogique, des mises en œuvre du projet par les services techniques donc, de l'éducation. Et la mise en place et l'implémentation des classes SASAP, entendez par là la scolarisation, la stratégie de scolarisation accélérée avec passerelle pour les enfants déscolarisés de longue durée. Et il y a la mise en place des espaces d'apprentissage communautaire ouverts que nous allons en tout cas mettre en œuvre dans 5 localités, à Waïouia et à Titao. Il y a l'amélioration aussi de l'offre éducative au niveau donc, des écoles franco-arabes que nous allons également avoir comme activité. Sur le volet protection, il y a des activités donc, de renforcement de l'équipe du consortium en protection de l'enfant en situation d'urgence et avec une approche intégrée. Il y a la formation du personnel éducatif et des travailleurs sociaux pour une meilleure prise en compte des besoins de protection des élèves en situation d'urgence, la mise en place d'activités psychosociales dans les écoles, la réalisation d'ouvrages d'eau et d'assainissement et la sensibilisation sur l'hygiène dans les établissements scolaires, la mise en place enfin des mécanismes communautaires d'identification, des référencements et d'appui à la prise en charge des cas de violence basés sur le genre. Voilà en gros les activités donc, du projet donc, sur les 2 volets dont je parlais tantôt. Ok, toutes ces activités, concrètement, comment va se faire la mise en œuvre de ces différentes activités-là? Ok, le projet donc, à travers ces activités et, donc, sera mis en œuvre, comme je l'ai dit plus haut, par le consortium d'abord d'ONG, EDUCO, Terre des Hommes et Intersos, chacun donc dans son domaine d'expertise. Je vous disais tantôt EDUCO pour le volet éducation et Intersos également pour le volet éducation et aussi la protection avec Terre des Hommes. De façon, j'allais dire, concrète, il s'agira de dérouler les activités ci-dessus énumérées que je viens de citer tantôt avec la participation de l'ensemble des parties prenantes que vous êtes. Les services techniques de l'éducation, de l'action humanitaire, les municipalités, les radios partenaires, les écoles primaires et post-primaires, les bénéficiaires que sont les élèves déplacés et la communauté haute et l'ensemble des leaders communautaires. D'accord, merci bien à vous, Monsieur Ouedraogo Dieudonné Gisbero. Vous êtes le coordinateur du projet Sécure. Donc nous allons poursuivre avec cette émission. Maintenant avec Monsieur Kamara Ali qui est de la mairie. Alors la question est la suivante. Les établissements des actes d'état civil est une préoccupation et notamment pour les personnes déplacées internes.
comment peuvent être rétablis donc ces différents actes de naissance dans les services d'état civil au niveau de la mairie de Waiguia ou d'ailleurs. Je vous remercie pour cette occasion qui nous permet de nous épancher sur une préoccupation de l'heure qui porte également surtout sur le défaut de détention d'actes d'état civil par les populations déplacées internes. Donc cette situation est déplorable, mais pour ce qui est de notre part, beaucoup d'initiatives sont actuellement mises en œuvre afin de pouvoir sécuriser l'identité de ces personnes, de sorte à ce qu'ils puissent détenir in fine un acte de naissance. Donc pour cela, il a été procédé au recensement des personnes déplacées internes et au recensement également des enfants issus de ces familles et qui ne possèdent pas un acte d'état civil, de sorte à ce que nous puissions voir dans quelle mesure la commune de Waiguia puisse traiter ces cas de situation en partenariat, en collaboration avec le tribunal départemental de Waiguia. Mais ce qu'il faut retenir ici également, c'est que beaucoup de personnes déplacées internes ne sont pas initialement originaires de Waiguia et de ces 37 villages. Donc cette situation a comme conséquence qu'il faille les recenser et entrer en collaboration avec les tribunaux départementaux de leur lieu de naissance afin de voir comment résoudre leur situation. Nous voyons effectivement au niveau des différentes localités où il y a l'insécurité, les adultes n'ont pas d'acte de naissance de pareille situation. Est-ce qu'au niveau de l'état civil, y a-t-il des conduites ? Oui, donc des efforts politiques, les politiques mettent beaucoup de choses en œuvre pour pallier cette situation. Donc pour les cas de figure où un adulte n'a pas d'acte de naissance, il est facile pour lui, il est vraiment loisir pour lui de manifester l'intérêt. Voilà, il manifeste l'intérêt auprès de la mairie, voilà, qui atteste qu'il n'a effectivement pas d'acte de naissance sur la base des vérifications faites sur les registres de la commune et sur ce sur quoi on lui délivrera un certificat de non-inscription qu'il présentera également devant le tribunal départemental de Waiguia ou de tout tribunal départemental qui couvre son lieu de naissance afin qu'on puisse lui établir un acte de naissance. Ok, merci bien à vous, Monsieur Kamara Ali, qui est le représentant de l'état civil. Moussa Ouedraogo, à vous. D'accord, on va dire merci à la mairie. Je vais retrouver M. Ouedraogo Dieudonné. À votre niveau, qu'est-ce que le projet a prévu concrètement dans le cadre de l'établissement ou le réétablissement des actes d'état civil au profit des enfants, des personnes déplacées internes? Le projet prévoit de faire en sorte que tous les enfants en âge d'aller à l'école, déplacés et ceux de la communauté haute, puissent effectivement aller à l'école et bénéficier donc d'une éducation de qualité, sûre et inclusive dans un environnement protecteur. Donc les enfants bénéficieront donc de plusieurs types d'appuis, donc l'orientation pour qu'ils puissent accéder donc aux documents d'état civil, donc en travaillant en tandem donc avec l'état civil. Et en marge de cela aussi, les enfants vont bénéficier donc de l'appui, comme je l'ai dit, sur le secteur de la protection. Notamment, vous êtes sans ignorer qu'avec les déplacements, les enfants ont dû subir des traumatismes, donc il y a un besoin d'appui psychosocial. Et les capacités aussi des acteurs des écoles et aussi des acteurs de l'éducation d'une manière générale seront renforcées. Et du matériel pédagogique et didactique seront acquis aussi pour les écoles. Les enseignants vont bénéficier aussi des formations sur les thématiques en lien avec l'éducation en situation d'urgence. Tout sera mis en œuvre avec la contribution des partenaires que vous êtes pour que les enfants puissent bénéficier d'une éducation de qualité. Merci au coordonnateur du projet. La seconde étape de cette émission, on fera certainement le tour des tables, sera consacrée à la question de la scolarisation. Les enfants des personnes déplacées éprouvent des difficultés pour avoir accès à la scolarisation. Et tout cela, comme ça a été relevé, c'est lié au manque d'actes de naissance ou tout simplement par manque de place dans les établissements scolaires. Et pour répondre à cette question, nous allons solliciter M. Ouedraogo Dieudonné, Guesbeogo, coordinateur du projet Sécu. À ce niveau,
qu'est-ce qui est prévu concrètement? Pour ce qui est du projet, l'accompagnement particulier dont je peux faire cas, c'est vraiment le bon mariage entre le secteur de l'éducation et de la protection qui vont ensemble, surtout dans les contextes que nous vivons. C'est vrai que les enfants ont besoin d'être éduqués, mais surtout dans un environnement protecteur, et c'est le défi majeur que le projet voudrait donc bien relever avec la contribution de tous. Justement, nous sommes avec Monsieur Ouedraogo Mahamoudou, point focal de l'ONG EDICO au niveau de la DPPNF. À ce niveau, à votre niveau, qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'il y a une disposition particulière pour les enfants déplacés? Je dirais qu'au-delà de la DPPNF du Yatenga, cette question liée à la scolarisation ou à la réinscription donc des élèves, des enfants déplacés dans les structures éducatives intéresse au plus haut sommet les autorités donc du ministère de l'Éducation nationale, la promotion des langues nationales. Et à ce titre, donc, des dispositions ont été prises au niveau donc, du ministère, dont entre autres la création d'un secrétariat technique chargé donc l'éducation en situation d'urgence et également des instructions qui ont été données aux structures déconcentrées de recevoir et de réinscrire tout élève qui viendrait donc à solliciter l'inscription ou la réinscription donc au niveau donc, de ces écoles-là. Il y a eu aussi l'élaboration d'un programme à minima qui permettrait donc entre 4 ou 6 mois de pouvoir parcourir les curricula de sorte que les élèves puissent quand même être au même niveau d'acquisition donc des connaissances et pouvoir donc reprendre les apprentissages comme il se doit. Il y a également la dotation en manuel, c'était en fin d'année, pour permettre donc aux enseignants donc des classes de CM2 de pouvoir mieux préparer les enfants donc aux examens scolaires. Il s'agit plutôt de dotation des annales. Et récemment, le ministère donc a mis en place une plateforme dénommée EduTrack qui va permettre donc aux structures déconcentrées donc de faire le point régulièrement donc de la situation donc, des enfants déplacés, parce que vous savez que c'est une situation qui évolue donc au jour le jour et les autorités ont besoin donc de pouvoir prendre la mesure de la situation en étant informés donc au jour le jour. Pour cela donc, comme je le disais, il y a une plateforme qui a été mise en place dénommée donc EduTrack par le secrétariat technique donc de l'éducation en situation d'urgence. Alors au niveau donc de la DPPNF, donc, nous avons suivi les instructions que les autorités donc, nous ont édictées. Et il a été demandé donc au directeur d'école d'accepter, inscrire donc tous les enfants qui viendraient donc à demander la réinscription au niveau donc de ces écoles-là. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de difficultés en termes de places assises, en termes même d'espace, de l'offre éducative, mais des instructions donc ont été données de recevoir ces enfants et de voir donc avec les communautés quelles dispositions donc il faudrait donc développer avec l'accompagnement du MENAPLN pour pouvoir donc garantir à ces enfants des conditions minimales d'apprentissage. Oui, nous allons rester avec vous. Le coordonnateur a parlé tantôt d'un appui moral aux enfants. Vous, à votre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner ces processus-là pour ramener les enfants à un certain équilibre, parce qu'on sait que ce n'était pas facile tout au long de leur déplacement. Tout à fait. Nous savons que les déplacements des enfants c'est fait dans des conditions inimaginables et qui ont créé vraiment des troubles psychologiques au niveau de ces enfants-là. Et à ce niveau, les enseignants, les directeurs d'école se sont préparés pour plus ou moins essayer de voir comment redonner le sourire donc à ces enfants, comment travailler à leur réinsertion donc au niveau des écoles, comment travailler à pouvoir permettre à ces enfants-là de s'intégrer dans les écoles d'accueil. Et vous savez qu'un enseignant, c'est un monsieur à tout faire, donc il sait déjà comment préparer l'enfant, comment approcher l'enfant, comment savoir les difficultés qu'il traverse et comment donc lui redonner le sourire, lui donner donc le goût des activités pédagogiques, le goût à l'apprentissage, etc. Et toutes choses donc qui permettent aux enfants déplacés de se sentir mieux
au niveau donc des écoles d'accueil. Est-ce que à votre niveau, au niveau de la direction de l'éducation, un recensement a été fait en vue d'aider ces enfants déplacés là? Tout à fait. Nous avons procédé à un recensement des élèves déplacés. Mais je n'ai pas les statistiques en tête. Mais à titre d'exemple, nous prenons certaines écoles comme ça. Par exemple, Tuguzage, qui a accueilli 186 élèves déplacés. Gondologo B, 138 élèves. Gondologo A, 289 élèves déplacés. Gourga A, 88. Ouenkonta, 161. C'est des exemples que j'ai, mais je n'ai pas les statistiques définitives. Mais quand même, la situation de ces écoles-là montre l'ampleur du phénomène. Nous avons des écoles au niveau de certaines communes, telles que les communes de Séguénéga, où des enfants déplacés ont été accueillis, des communes de Tiou, même si on sait que le phénomène c'est récent là-bas, mais il y a des écoles quand même qui ont accueilli des élèves déplacés. Mais je n'ai pas toutes les statistiques en tête, mais les chiffres que je viens de vous donner montrent à quel point le phénomène a pris de l'ampleur. Et il faut noter que c'est une situation qui est évolutive. Du jour au lendemain, on peut assister à un flux d'élèves au regard donc des menaces au niveau donc des villages. Il faut assister donc à un flux d'élèves qui fait que la situation que nous avons présentée là évolue du jour au lendemain. Voilà, on va dire merci à M. Mahamoudou pour ces points d'éclaircissement. La troisième étape de cette émission sera consacrée à la cohésion sociale puisqu'il est donc inscrit dans le cadre du projet, le renforcement de la cohésion sociale. Les personnes déplacées arrivent sur les sites d'accueil toutes dépourvues de leurs biens. L'installation est difficile, la cohabitation est par moments difficile. Et pour en parler, nous sommes avec notre grand frère Nakambo Nayolse Lokman, qui est le représentant de l'association La Fibala, une organisation de la société civile. Dites-nous comment ressent cette situation dans les différents sites d'accueil au niveau donc de notre région ici. Il faut dire que l'association La Fibala se réjouit de prendre part à cette émission qui s'occupe sur la crise sécuritaire. Et c'est vrai, tout le monde le constate aujourd'hui. Tout déplacement entraîne des dispositions nouvelles à prendre. Et c'est ainsi donc que pour La Fibala, des mesures donc à prendre pour favoriser l'intégration de ces déplacés seraient d'abord un plaidoyer, ensuite une conférence sur la gestion des crises, parce que ça peut arriver, ensuite le management participatif que nous avons appelé comme ça, et enfin une autonomisation économique. Voilà. En termes de plaidoyer, nous pensons qu'il est bon que des communautés se réunissent, des personnes se réunissent, des leaders se réunissent pour parler de la nouvelle situation qui provoque dans les endroits qui accueillent. Voilà. Et lorsque la situation est connue, bien entendu, des mesures seront prises pour effectivement juguler le mal. Et à ce niveau, nous pensons que des conférences, des animations, débats sur la gestion des conflits peuvent être donnés à ces gens. Au-delà de tout cela, nous pensons aussi qu'il est bon que de part et d'autre, il y ait des représentants, des autochtones, un représentant des autochtones ou un représentant des déplacés, des leaders donc, pour mieux faciliter tous les travaux qui vont suivre. Enfin, nous pensons que permettre à ces gens d'être autonomes pourrait éviter la précarité à leur niveau. Cette question nous conduit directement vers le coordonnateur du projet. Il a parlé tantôt des plaidoyers auprès des leaders. Il a parlé également d'autonomisation, c'est-à-dire trouver des voies et des moyens pour lutter contre les situations précaires. Justement, au niveau du projet, qu'est-ce qui est prévu à ce niveau?
Ok, merci pour cette question. Sur le chapitre en tout cas de la promotion de la cohésion sociale, le projet va organiser des émissions radiophoniques et des causeries éducatives au profit des communautés, et en lien donc avec la thématique de la cohésion sociale, pour renforcer le bon vivre ensemble, la cohabitation pacifique, afin vraiment de penser ou repenser les fractures sociales et consolider cette envie donc de vivre ensemble. Les émissions que nous sommes en train donc de réaliser en ce moment s'inscrivent donc dans cet objectif. En plus donc de cette thématique chère qu'est la cohésion sociale, nous aborderons donc les thématiques aussi comme la scolarisation et la rescolarisation des enfants à l'orée donc de la rentrée scolaire et aussi l'établissement des documents d'état civil. Voilà un peu ce que le projet a prévu. D'accord. La réponse est toute trouvée. Plusieurs donc activités seront menées pour sensibiliser les populations autochtones et également les personnes déplacées internes. On va retrouver l'association La Fibala. Et vous, en tant qu'OSCE, comment prévenir éventuellement des conflits qui peuvent survenir entre les communautés d'accueil et les personnes déplacées internes? Lokman. Oui, nous, en tant qu'association, il y a le dialogue. Il y a le dialogue entre ces différentes communautés et mieux, même les traditions l'ont prévu. Il y a des mécanismes donc pour d'abord prévenir et même en cas de conflit, il y a d'autres mécanismes encore pour ramener la paix. On va rester dans les mécanismes. Nous savons qu'avant, dans nos coutumes, on avait des valeurs cardinales qui permettaient, quand il y a un conflit, tout de suite on met ça en branle et puis on trouve une solution. Justement à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Justement, c'est des mécanismes, pour nous, c'est des mécanismes qu'il faut réactiver. Par exemple, je prends la parenté à plaisanterie. C'est une source de choses. En dehors des parentés à la plaisanterie, il y a les différents mécanismes, par exemple, en milieu Mouaga, pour résoudre des crises. Le forgeron est interpellé, le bénir est interpellé. Donc, pour nous, c'est des mécanismes qu'il faut réactiver pour résoudre les éventuelles crises. Monsieur Mamoudou Ouedraogo, vous êtes en dehors donc de votre fonction de point focal éduco au niveau de la DPPNF. Vous êtes un spécialiste sur ces questions de cohésion sociale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer justement cette cohabitation pacifique entre ceux qui viennent d'arriver et les nouveaux voisins? Je pense que pour ce qui est de la cohésion sociale, il faut se dire que premièrement, ce qui arrive à ceux qui se déplacent pourrait arriver à chacun d'entre nous. De ce point de vue, il serait bon que chacun à son niveau, individuellement d'abord, je ne parlais pas collectivement, parce que les changements ils commencent d'abord à notre niveau, individuellement. Si on veut que le changement se produise, il faut qu'on commence par soi-même d'abord. Que nous ayons des dispositions de cœur et d'esprit d'accueillir ceux qui viennent à nous. Tout ce que nous pouvons faire en termes d'appui matériel, en termes d'appui moral, en termes d'appui financier, qu'on puisse l'apporter aux personnes qui se déplacent. Le simple fait de pouvoir accueillir, donner le sourire, donner ne serait-ce qu'un bol de riz à manger, un verre d'eau à boire, s'asseoir avec la personne, échanger, lui demander vraiment qu'est-ce qui lui arrive, compatir. Je pense que c'est déjà un premier pas que tous nous sommes appelés donc à faire. Et en plus de ça, nous devons nous organiser donc au niveau communautaire pour voir donc quelles dispositions nous pouvons prendre donc au niveau donc du village, au niveau donc de la communauté pour faciliter l'insertion sociale donc de ces personnes déplacées là. Parce que comme je l'ai dit, ce qui leur arrive pourrait nous arriver à nous également. Et aussi ne pas les incriminer parce que nul n'a demandé à être déplacé. Et il faudrait donc que chacun, à son niveau, puisse donc développer ces dispositions-là pour faciliter l'insertion sociale donc des personnes déplacées. Les trouver donc des espaces de culture, les trouver des espaces d'abri, etc.,
permettre aux enfants donc d'être rescolarisés et travailler à les faire oublier les difficultés donc qu'ils ont subies. Et je pense que l'insertion sociale, l'intégration donc de ces personnes-là donc doit commencer par là et les permettre vraiment de se sentir mieux et de ne pas toujours les rappeler, bon voilà, vous n'êtes pas des nôtres, vous êtes des personnes déplacées, du jour au lendemain vous êtes appelés à partir. Non, ils sont des nôtres, c'est des Burkinabés, c'est nos frères, c'est nos sœurs, peu importe la différence de religion, peu importe la différence de culture, peu importe, nous sommes tous des Burkinabés. Est-ce qu'il y a-t-il un budget à votre niveau? Au niveau institutionnel, au niveau donc, du MENA-PLN, des dispositions sont prises pour voir donc comment accompagner concrètement tout cela. Parce que vous savez que c'est une situation qui nous est tombée comme ça. Et tout de suite, le ministère, comme je le disais tantôt, a mis en place le secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence. Alors, ce secrétariat technique, donc, pour son fonctionnement, va nécessiter forcément la mise en place d'un budget. Également, voir comment concrètement donc, accompagner les écoles qui ont accueilli les élèves en termes de places assises, en termes d'espace. Et le coordinateur du projet l'a dit, ils vont aider à la mise en place d'espaces temporaires pour permettre donc d'accueillir les enfants. On ne prendra pas le temps de construire des salles de classe parce que vous savez, une classe de classe, ça coûte extrêmement cher. Alors, on va quand même essayer de voir avec les partenaires comment mettre en place des espaces qui puissent permettre donc d'accueillir très rapidement les enfants qui sont en déplacement, parce que si vous allez attendre de construire 3 salles de classe ou un bâtiment, ça va mettre du temps et voilà, ça va être un peu difficile. Alors, le ministère va s'organiser, des dispositions sont prises, on va allouer des budgets conséquents au STESU au niveau donc de la DGES pour la construction donc des salles de classe pour permettre à long terme de pouvoir augmenter les capacités d'accueil donc des écoles. D'accord, merci bien. Nous allons donner la parole maintenant au coordinateur du projet Secure, M. Ouedraogo Dieudonné. Est-ce qu'à votre niveau, y a-t-il un accompagnement prévu au niveau de la direction de l'éducation? Je voudrais préciser que les JONG du moins viennent en appui donc aux actions donc de l'État. Et justement donc les préoccupations soulevées donc par monsieur Mamadou s'inscrivent justement en droite ligne donc de ce que les ONG doivent faire vis-à-vis donc j'allais dire des partenaires ou du moins de l'État. Et à notre niveau effectivement, c'est dire d'abord même pour élaborer un projet, c'est dire nous travaillons en tandem avec les structures de l'État pour vraiment recueillir les besoins sur le terrain et adresser donc ces problématiques à travers donc les projets. Et justement ces projets-là sont élaborés et mis en œuvre pour justement aider les enfants. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que à notre niveau, le projet Secure n'est que, j'allais dire, la réponse au problème donc de l'éducation. Voilà, qui n'est pas en dehors donc des préoccupations donc du gouvernement. La question de la scolarisation est bel et bien fondamentale. Quel message donc vous avez à adresser aux parents pour faciliter la scolarisation des enfants en général et surtout les enfants en situation de difficulté? Nous allons faire grosso modo un tour de table en ces termes donc d'accès aux pièces d'état civil. Nous donnons la parole donc à monsieur Kamara Ali, qui est le représentant donc de l'état civil. Je voulais signifier que l'éducation joue un rôle primordial dans la vie de l'individu, enfin, et que de ce fait-là, pour ce qui est de la poursuite de la scolarisation, la pièce d'état civil, qui est l'acte de naissance, est aussi fondamentale. Donc c'est pourquoi nous allons toujours œuvrer, voilà, de sorte que les uns et les autres, les enfants en situation qui n'ont pas d'acte d'état civil, à savoir l'acte de naissance, puissent en bénéficier. Et nous allons également passer par ce canal et espérer que les parents qui ont eu écho de cette émission puissent vraiment nous revenir, puissent se signaler, afin que nous puissions également prendre en compte ces enfants. Parce que comme on a dit en début d'émission, les licenciements sont en cours. Et avec l'appui de EDUCO, bien sûr, les licenciements vont se poursuivre. Mais il se peut que nous puissions oublier de prendre en compte une catégorie d'enfants
Et c'est le lieu ici de les inviter, d'inviter leurs parents à se manifester, afin que nous puissions prendre en compte tous les enfants. Et comme parce que un des communicateurs de cette journée l'a dit, tous les déplacés sont des Burkinabés. Donc il n'y a pas lieu qu'on puisse faire une ségrégation, il n'y a pas lieu qu'on puisse faire dans l'à peu près, dans le cadre de leur prise en charge effective. Donc c'est notre cri de cœur et l'état civil est ouvert et nous marquons notre disponibilité pour accompagner ces personnes déplacées internes afin qu'ils puissent avoir tous les documents nécessaires pouvant favoriser la scolarisation des enfants. Monsieur Nakanabo Neyolse Lokman, quel message donc donnez-vous aux populations hautes, les personnes déplacées internes pour une cohabitation pacifique? Je le disais tantôt, nous estimons qu'il faut des représentants de part et d'autre, notamment un représentant des personnes déplacées et un des autochtones. Et ceux-ci sont les relais donc des messages de paix que nous véhiculons à l'égard des deux communautés. D'accord. Toujours donc à votre émission, nous allons arracher un mot de fin et nous allons donc donner la parole à Monsieur Ouedraogo Mahamadou, qui est point focal donc de l'ONG EDUCO. À vous la parole, Monsieur Mahamadou. Merci bien. Alors, comme vous le savez, l'axe 2 du plan national de développement économique et social, dont le bilan est en train d'être fait, parle du développement du capital humain. Et le développement du capital humain passe forcément par une éducation et une formation de qualité. Et pour cela, donc, l'État burkinabé s'est engagé pour l'éducation de qualité pour tous. Et dans ce combat, nous sommes tous interpellés. Vous savez que la question de l'éducation, c'est une question transversale. Et nous devons nous engager tous pour assurer à nos enfants une éducation de qualité qui est un droit inaliénable. Et la situation donc des élèves déplacés doit interpeller tous, que ce soit les ONG. Et nous avons la chance d'être accompagnés fortement par EDUCO dans ce sens. D'autres ONG également pourraient prendre le relais pour assurer à nos enfants une éducation de qualité, de sorte à permettre la continuité éducative au-delà des soubresauts, des difficultés donc qu'ils auront subies donc dans le cadre de l'insécurité que nous vivons. Alors nous voulons vraiment réitérer l'appel à tous de nous joindre pour qu'ensemble nous puissions relever ce défi-là. Et c'est l'occasion pour nous de renouveler vraiment notre reconnaissance et toute notre gratitude à la radio La Voix du Paysan qui ne cesse depuis bien des années de s'investir, de s'engager donc fortement dans la question de l'éducation pour tous. D'accord, nous allons rejoindre maintenant M. Ouedraogo Dieudonné Gispero, le coordinateur du projet Secure. Pour terminer et en guise de conclusion, que pouvons-nous donc retenir du projet Secure de l'EDUCO? Ok, merci beaucoup. Merci vraiment pour l'opportunité de cette émission. Et merci aussi pour les différents acteurs qui sont autour donc, de cette émission. Moi, je voudrais dire d'abord que, comme les collègues l'ont dit tout à l'heure, l'éducation reste fondamentale et elle le restera pour nous, EDUCO, et le projet Secure. Alors, je dirais que EDUCO reste vraiment une ONG de proximité. Au-delà d'être une ONG de coopération internationale, elle reste une ONG de proximité, donc au service donc, des populations, au service donc de tous les services techniques, au service de l'éducation. Et dans ce cadre, je voudrais dire que pour ce qu'on peut retenir du projet, je dirais qu'au niveau global, le projet Secure se veut vraiment un projet innovateur qui voudrait contribuer à améliorer l'accès et le maintien à une éducation inclusive, une éducation sûre, une éducation de qualité pour les filles et les garçons affectés par la crise sécuritaire au Burkina Faso. Au niveau spécifique, le projet voudrait vraiment réduire les obstacles liés à l'éducation des filles et des garçons vulnérables affectés par la crise, donc dans les communes d'accueil des régions de la boucle du Moun et donc du Nord. Voilà pour ce qu'on peut retenir donc de ce projet.
Et c'est ensemble avec vous, avec l'ensemble des parties prenantes, que nous pouvons vraiment réussir le défi d'offrir une éducation de qualité dans un environnement protecteur pour nos enfants. Je vous remercie. Nous allons dire merci à monsieur le coordonnateur du projet Sécu. Mesdames et messieurs auditeurs des radios Voix du Paysan à Waiguya, la Voix du Lorom à Titao, la Voix du Sourou à Tougan. Nous sommes à la fin de cette émission consacrée à la promotion de l'éducation au profit des enfants impactés par la crise sécuritaire dans les régions du Nord et de la Beaucoup du Monde. Cette émission entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Sécu de l'ONG EDICO. Merci à tous nos invités. Sur ce plateau, nous avons eu la chance d'avoir avec nous M. Ouedraogo Dieudonné, coordonnateur du projet Sécu, Nakanabo Nayulse Lokman de l'association La Fibala, M. Kamara Ali de l'état civil de la mairie de Waiguya et M. Mahmoud Ouedraogo, point focal de EDICO à la DPPNF, à l'animation Ismaël Ouedraogo et moi-même Moussa le Grand Ouedraogo. Nous vous souhaitons de passer de très bons moments en compagnie de nos programmes.